conférence de la Cité Jardin aux habitations Bon Marché, l'évolution du logement social à Grenoble dans les années 20-30. Nous sommes en plein dans le style art déco, comme on l'appelle, hein, qui a fait suite à l'art nouveau. Et bien sûr, l'architecture, et chacun en est convaincu, est l'illustration parfaite d'une société. Que ce soit des bâtiments publics ou des bâtiments privés. On voit bien à Grenoble cette évolution entre la place de Verdun, la place Victor Hugo, et puis aussi, évidemment, les quartiers plus populaires. Hein, et le logement social est aussi une illustration de la manière dont on a pu traiter, en quelque sorte, j'allais dire, les populations ayant besoin de se loger, avec aussi une recherche d'esthétique, on le voit bien, et on néglige souvent le patrimoine du XXe siècle, et ce patrimoine du XXe siècle a un intérêt certain qui sans doute prendra beaucoup d'importance dans les années à venir, mais il est quelquefois trop proche pour qu'on s'y intéresse vraiment, en tout cas comme on peut le faire pour des patrimoines plus anciens. Et je pense que cette conférence est aussi une manière de rétablir finalement cette attention sur ce patrimoine certes récent, mais qui présente vraiment des valeurs, comme je l'ai dit, des valeurs sociales, mais aussi des valeurs esthétiques. Et je m'arrête pour laisser la parole à notre brillante conférencière. Voilà, voilà, on peut y aller. Merci. Vous m'entendez tous bien, a priori? Donc tout d'abord, bonjour à tous. Et je vous remercie chaleureusement de participer à cette conférence, malgré les conditions un peu spéciales du moment. Donc ma présentation, comme l'a dit Claude, va présenter l'histoire de la naissance du logement social à Grenoble à la fin des années 20 et les premières habitations à bon marché au début des années 30. Donc il y a pas mal de diapositives. Je vais essayer de ne pas aller trop vite parce que la dernière fois que j'avais fait cette conférence, on m'a dit que j'avais passé les diapos un petit peu trop vite. Donc de temps en temps, je ferai des pauses pour vous laisser le temps d'admirer les vieilles photographies ou de regarder les plans anciens que j'ai photographiés aux archives. Alors, je passe la diapo. Alors d'abord, plantons le décor. Au début des années 20, à quoi ressemblait l'urbanisme grenoblois et l'état de ses logements ouvriers? Aujourd'hui, on aurait quelques peines à reconnaître Grenoble. En effet, la ville intramuros s'arrête au boulevard actuel et les constructions se concentrent dans un espace très restreint. L'enceinte forme une coupure franche. Vers le sud s'étend une vaste plaine. Cette interruption urbaine forte est due aux fortifications, comme vous le savez, à ces bastions, à ces talus, à ces larges fossés qui courent de l'île Verte jusqu'au Drac, comme vous pouvez le voir sur ce plan. Mais dès qu'on a dépassé les zones de servitude, et le long des voies comme le cours Saint-André, le chemin des Chirolles, le chemin des Bains, on remarque qu'il y a de nombreuses constructions qui apparaissent, qui s'alignent le long de ces axes structurants, notamment des petits artisans, des établissements, le début des établissements industriels, des casernes et quelques villas. Sur ce plan, on commence à deviner l'apparition des futurs quartiers que vont être les Eaux Claires, la Capuche, la Bajatière et la Croix-Rouge sur la commune de Saint-Martin-Vert. Alors, dans la ville intramuros, les rues et les immeubles sont à peu près ceux que l'on connaît aujourd'hui, mais l'ambiance est quand même différente. Les vieux quartiers sont constitués d'un petit lacis de rues, d'îlots très denses que les transformations du début du XXe siècle n'ont pas encore bouleversés. Les immeubles sont vétustes. Ce sont pour l'essentiel ceux des siècles précédents auxquels on a ajouté 1, 2, voire 3 étages par endroit pour y loger la population ouvrière qui est en train d'affluer dans les grandes villes. Dans les cours intérieures, on a bâti des ateliers, des remises, des entrepôts, des écuries, donc elles se densifient. Les logements sont petits, insalubres, dépourvus du moindre confort, et c'est ce que tous les hygiénistes commencent à dénoncer
en cette fin du 19e siècle. Alors la question du logement ouvrier se pose à Grenoble, mais en fait dans toute la France, et ce, dans toutes les villes françaises en plein développement industriel. Mais si dans le nord et dans l'est de la France, le logement populaire est souvent pris en charge par le patronat, avec la création de cités que vous devez connaître, ce n'est pas le cas dans la plupart des autres régions et surtout en Isère. Alors chez nous, il y a quelques exemples quand même, dans la vallée du Grésivaudan, dans la vallée de la Romanche. Il y a bien quelques industriels qui construisent des cités ou qui lotissent des terrains pour leurs employés, mais c'est une pratique quand même très peu courante et pas du tout pratiquée par les entreprises grenobloises. En 1912, dans le journal Le Droit du Peuple, il y a le journaliste Chastanet qui écrit. Donc, je vous lis sa citation. « Chaque jour qui vient amène dans nos murs des ouvriers, des employés, des industriels, des étudiants. Les hôtels meublés, les bousins de dernier ordre sont archibondés. Je renonce à vous décrire l'état sordide de la plupart de ces bouges et les dangers de toutes ces promiscuités malsaines. Quelle solution immédiate à cette crise aiguë des logements? Il n'en est qu'une. La construction par la ville de logements sains et à bon marché, et il conviendrait d'abord de donner de la pioche dans ces quartiers infects de Saint-Laurent, Chenoise, Trécloître, et d'y ordonner des jardins, des squares. Il faudrait ensuite démolir les fortifications et faire bâtir des maisons confortables, bien aérées et ensoleillées. Cette pénurie de logements est confirmée par un commissaire de police qui rapporte l'année suivante, donc en 1913. Il n'y a plus à Grenoble de logements destinés aux familles. Ceux devenant vacants sont loués à n'importe quel prix par des gens qui les transforment en meublés, qui se louent en moyenne 80 francs par mois, alors qu'avant la crise, c'était plutôt 30 à 35 francs par mois. Ainsi, à Grenoble, avant la Première Guerre mondiale, les logements sont surpeuplés et les loyers subissent des hausses spectaculaires, de l'ordre par exemple de 100% entre 1914 et 1920, donc juste avant la guerre et au lendemain de la Première Guerre mondiale. Un autre journaliste local écrit « Les ruelles très étroites comportent de chaque côté des constructions élevées. Les escaliers sont sombres, prennent la lumière sur la cour qui est petite, sale, encombrée de matériaux usagés, de water closet. Le soleil n'y pénètre qu'à certaines périodes de l'année, le sol est humide, le bois des escaliers est moisi, l'odeur est désagréable. » Pourtant, en 1894, donc 20 ans avant ces écrits de journalistes, a été votée la loi Jules Siegfried qui encourage la construction d'habitations à bon marché grâce à des exonérations fiscales. Mais en fait, dans les faits, il y a peu de communes qui l'appliquent. Entre 1895 et 1903, il y aura seulement 3000 logements construits dans toute la France. 5 ans plus tard, en 1899, il y a la Société française des habitations à bon marché qui est créée. Donc, ce terme d'habitation à bon marché remplace en fait celui d'habitation ouvrière. Et enfin, en 1912, vous avez la loi Bonnevé qui institue les offices pour ces habitations à bon marché. Donc, le premier office est créé en 1913 à La Rochelle, mais malheureusement, l'arrivée de la Première Guerre mondiale va tout arrêter. Donc, telle est la situation de l'habitat populaire lorsque, en 1919, Paul Mistral est élu maire de Grenoble. Son grand cheval de bataille, pour lui et tous les leaders socialistes, ça va être la chasse aux taudis, comme il l'appelle. Voici ce qu'il écrit quelques jours après son élection. Le problème du logement ne sera solutionné que le jour où le taudis s'orientera vers un logement acceptable, puis de ce dernier vers un logement tout à fait agréable. La famille du plus modeste travailleur pourra enfin vivre dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de bien-être, n'ayant plus à redouter les méfaits du taudis homicide. Mais avant de poursuivre, demandons-nous pourquoi
Grenoble en est arrivé là. Donc, nous sommes en 1919. La Première Guerre mondiale vient juste de s'achever, laissant en France une économie exsangue et un pays en ruine. De ce fait, la nécessité de remettre en marche l'économie, la difficulté de se trouver des matériaux de construction, l'augmentation générale des prix sont autant de facteurs qui n'incitent pas en fait les initiatives privées à construire des logements et encore moins des logements ouvriers. La guerre 14 n'a fait qu'aggraver la situation parce qu'entre 1919 et 1921, il y a 5000 habitants en plus à Grenoble qui arrivent. À cette époque, il y a Léon Martin, qui est un jeune pharmacien qui deviendra plus tard maire de Grenoble, docteur Martin, qui dénonce déjà dans sa thèse de médecine « C'est taudis où les plus forts s'étiolent et où les moins résistants finissent par être victimes de la tuberculose, où s'entassent des familles de 3 à 6 enfants qui vivent dans une pièce ou 2. » Alors, dans un premier temps, et face à l'urgence, la municipalité Paul Mistral envisage de transformer un certain nombre de casernes en logements. Mais très vite, ce projet est abandonné, et ce pour 2 raisons. D'abord, les casernes appartiennent à l'armée, donc les négociations vont être assez difficiles. Et la deuxième raison, c'est que leur reconversion nécessite des frais considérables. Donc, pour conjurer la crise du logement, il faut trouver d'autres solutions. C'est bien. Paul Mistral vient juste d'être élu, et voici la liste des urgences qu'il veut entreprendre à Grenoble. D'abord, rénover les vieux quartiers, ensuite lutter contre l'insalubrité, et enfin, déclasser pour pouvoir détruire donc les enceintes fortifiées qui freinent le développement de la ville, notamment vers le sud. Pour cela, Paul Mistral va s'appuyer sur la loi Cornudet, qui date de 1919, qui oblige toutes les communes de plus de 10 000 habitants, dont Grenoble est concernée, à établir un plan d'extension et d'embellissement. Donc Mistral ne perd pas de temps parce que dès 1920, il met en place une commission chargée d'étudier la réalisation de ce plan. Et pour cela, il s'agit de trouver un homme de l'art, comme on dit. Il sollicite alors Léon Josely. Donc c'est un architecte urbaniste parisien qui est déjà connu, qui a été lauréat de concours pour les embellissements des villes de Barcelone et de Berlin. Oui. Et donc, ce monsieur Josely accepte de travailler sur le plan de Grenoble. Son projet va être très ambitieux et pour cette raison, il va soulever bien des oppositions. Ça, je l'ai aussi dans mon book. Alors, comme Josely estime que la population va atteindre 150 000 habitants dans les 30 années à venir, à l'époque, on ne va pas le croire, et pourtant, effectivement, c'est ce qui arrivera. Il y aura 150 000 habitants dans les années 60. Il dessine un vaste plan urbain qui dépasse les fortifications encore en place. Pour lui, c'est acté, on va réussir à s'en débarrasser. Donc, son plan propose un réseau de voies ferrées avec une gare centrale placée au sud. Elle est à peu près à hauteur de l'actuelle Maison de la Culture, à partir de laquelle rayonne un réseau d'avenues qui rejoignent un large boulevard tracé donc sur les fortifications démolies. Au sud, à l'arrière de la gare, il envisage une vaste zone dédiée au développement des industries. Malgré les oppositions, ce plan est voté par la municipalité socialiste. Le déclassement des fortifications est obtenu après de sérieuses négociations avec l'armée. Et dans la foulée, Paul Mistral propose à son conseil municipal la création d'un organisme spécial qui serait chargé de l'assainissement des maisons existantes et de la création de cités-jardins. Ainsi, l'Office public HBM Ville de Grenoble est créé par décret le 19 février 1921. Donc cet office est chargé de construire des logements populaires et de les gérer. En aucun cas, il ne doit faire de bénéfices. Ces recettes doivent être reversées dans l'achat de terrains, dans la construction de nouveaux immeubles et dans la rénovation de patrimoine immobilier existant.
Alors, son conseil d'administration comporte 18 membres, dont le président est Paul Mistral. Ils sont tous socialistes et certains noms ne sont pas inconnus. Vous avez donc Alfred Rome, qui est architecte, Félix Perrin, ingénieur, Joseph Vallier, avocat, Léon Martin, qui est docteur, dont on a parlé à l'instant, Aimé Bouchaillé, que vous connaissez, et Johannes Ravana, qui est gérant de l'imprimerie Le Droit du Peuple. Alors pourtant, il ne faut pas occulter le fait que dans l'agglomération grenobloise, on assiste déjà à la construction de quelques cités ouvrières. Alors nous pouvons évoquer la première, qui est la cité de la cimenterie Vicat à Saint-Égrève. Par contre, je n'ai pas trouvé tellement de renseignements pour l'instant sur cette cité. Et deux autres cités beaucoup plus connues, celle de la Viscose et celle de Beauvert, qui ont été construites au début des années 30 par la Société nationale Viscose, donc à proximité de l'usine de filature de soie artificielle. Alors, je ne m'étendrai pas sur ces cités parce qu'en fait, elles ont été construites par des entreprises privées. Et nous, on s'intéresse plutôt à la construction d'habitations bon marché nées d'une volonté politique publique et non patronale et privée. La municipalité Mistral va construire plus de 1000 logements répartis en plusieurs cités, implantées en périphérie de la ville. Ces habitations, vous le devinez, doivent avoir des coûts de construction relativement bas et elles ne sont destinées qu'aux couches modestes de la population. Donc, sur ce plan de Grenoble de 1925, je vous ai localisé les 4 cités que nous allons aborder aujourd'hui pour que vous voyez un petit peu mieux le contexte géographique où elles se placent. La première, c'est la cité jardin du Rondeau. Donc, au début de l'été 1921, le premier projet décidé par le conseil municipal de Grenoble, c'est la construction d'une cité jardin. Pour cela, Paul Mistral charge l'office de trouver un terrain qu'il désire spacieux. En effet, pour lui, il n'est pas question de bâtir des maisons ou des immeubles et d'entasser les locataires dedans. Au contraire, il s'agit de réaliser le maximum de confort et d'hygiène dans les constructions qu'on envisage. Il faut les aménager avec soin et il souhaite que chaque locataire bénéficie d'un jardin. Le terrain que trouve l'office des HBM, c'est donc un terrain qui appartenait avant à l'école ecclésiastique du Petit Séminaire, donc au Rondeau. Mais suite à la loi de séparation de l'Église et de l'État en 1905, ce terrain est désormais propriété de la commune de Grenoble. Donc le domaine est vaste. Il se situe entre le cours Jean Jaurès et le Drac, alors à cheval sur la commune de Montrigaud, dite de Cessin, et sur la commune de Grenoble. Alors attention, sur ce plan, le nord est dirigé vers le bas. Donc pour vous repérer, le Drac est à droite et le cours Saint-André est à gauche. Là, par contre, le nord est redevenu dans le bon sens. Donc on a tourné le plan. Donc en 1920, ce terrain est estimé à un peu plus d'1 million de francs. Mais comme Paul Mistral est à la fois président de l'Office des HBM et maire de Grenoble, en fait, la transaction va être simplifiée. La municipalité cède gratuitement le terrain à l'Office HBM. Donc, cette première économie, vous vous en doutez, pour l'Office n'est pas des moindres. Il gagne déjà 1 million d'euros. Le terrain il est de forme rectangulaire. Il fait à peu près 500 mètres de long et une superficie de plus de 8 hectares, ce qui correspond à peu près à 10 terrains de football, pour vous donner une idée de son échelle. Mais sur ce site, il y a encore des fermes en activité. L'environnement est encore très rural, on est assez loin de Grenoble. Et lors du démarrage du chantier en 1922, il est même demandé aux fermiers d'arrêter de faire paître ces vaches sur le terrain, car chaque jour, elles emportent avec elles les piquets du géomètre qui délimitent l'implantation des futures maisons. Alors, cette cité va répondre à la crise du logement, mais elle va au-delà de ça, parce que les socialistes vont développer ce projet comme une véritable petite ville, avec ses maisons, ses rues, ses places,
ses équipements publics, ses jardins. Alors, pour ne pas reproduire les conditions des taudis qu'on rencontre dans les vieux quartiers ou les arrière-cours des immeubles bourgeois à Grenoble, le concept de la cité-jardin témoigne tout à fait du souci hygiéniste qui marque l'urbanisme des années 20. Pour lutter contre l'alcoolisme et la maladie, l'Office des HBM demande à ce que les habitations bénéficient d'air et de lumière. Au début, il y a 3 architectes qui vont être désignés par le conseil d'administration pour dessiner des esquisses. Mais très vite, les premiers vont se désister ou ne vont pas répondre. Et c'est finalement Ron et Rabillou, 2 architectes associés qui seront déjà très réputés sur la place de Grenoble, qui vont répondre à l'appel et qui vont esquisser donc ces 3 projets. Donc, ils se ressemblent un peu. En fait, ils répartissent tous les bâtiments autour d'une vaste cour centrale. C'est juste le système des voies qui change, donc soit un système orthonormé, soit un système rayonnant, soit des voies en diagonale ou en ellipse. Finalement, c'est aucune de ces esquisses qui va être retenue, mais c'est celle-ci. Donc voici une perspective aérienne assez explicite. Donc elle représente 82 groupements d'habitations, ce qui fait un peu... Ça t'intéresse d'écouter ici? Pour accueillir environ 1000 habitants. Bien. Donc, la plupart des habitations sont destinées aux familles nombreuses. Et les architectes précisent dans leur notice descriptive, ces groupes ont été disposés dans le terrain de façon à laisser à chacun d'eux le plus d'espace libre et le plus de vues possible sur le paysage environnant. Donc, au milieu de jardins potagers, on voit très bien décider donc sur cette perspective, autour d'une vaste place centrale. Donc, sont disposées des maisons, donc tantôt individuelles, tantôt jumelées ou regroupées en petits pavillons collectifs. Donc, cette réalisation, elle est tout à fait conforme à l'idéologie dominante, car il s'agit avant tout donc de développer l'hygiène, comme je viens de le préciser, de recréer pour la classe ouvrière les saines conditions d'une vie rurale et de sauvegarder la cohésion de la famille. Alors, ce côté campagne ou environnement rural, il est renforcé par la situation éloignée de la ville de Grenoble et le contexte encore donc très agricole, vu que la ferme du petit séminaire est maintenue. Un habitant qui vient d'arriver donc dans la cité précise: nous venions de la campagne. La cité, avec ses jardins, me rappelait un peu notre village. À l'angle de la rue Anatole-France et de la rue Ampère, il y avait 2 grandes fermes avec des prés, la ferme Joubert et la ferme Reverdy. Et c'est vrai que le Grenoble de 1925, qui s'arrête encore au rempart, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, paraît très éloigné pour les habitants de la cité du Jardin. Certains témoignent ainsi de leur première impression. J'ai cru que je n'irais plus jamais en ville. Il n'y avait aucune construction autour, c'était le désert. Dans les années 20-30, c'est vrai qu'il y a peu de moyens de transport, on marche beaucoup. Si on veut se rendre à Grenoble à pied, il faut compter 45 à 50 minutes de marche. Sinon, si on a la chance de posséder une bicyclette, tant mieux. Alors apparemment, il y avait des familles qui avaient une seule bicyclette qui se la partageaient, ou en tout cas, c'était au plus rapide qui avait le droit de la prendre pour se rendre à Grenoble. Quant à l'automobile, c'est encore un objet de luxe. La première voiture arrivera au début des années 30 à la cité du Rondeau. Quant à l'arrêt de tramway, qui est le plus proche, il est à 15 minutes à pied au bout de la rue Anatole-France. Donc là, je vous ai fait un petit zoom sur l'enseigne publicitaire qui surmonte le wagon du tramway, où vous remarquez la publicité pour les petits biscuits beurre, les petits beurres lus. Donc voilà la première voiture dont je vous parlais, qui appartenait donc à un commerçant. Et voici le plan masse de la Cité des Jardins. Donc les architectes précisent que la cité est conçue comme un modèle exemplaire. Donc les espaces publics ont fait l'objet de soins particuliers. Les grandes avenues que vous voyez en cours font 12 mètres de large. Elles sont plantées d'arbres de chaque côté et elles sont volontairement courbes pour ne pas gérer de la monotonie. La place centrale est immense. Elle est l'équivalent de 2 terrains de football
et elle est également entourée d'une double rangée d'arbres. Donc cette place va être énormément investie par les habitants parce qu'elle va accueillir toutes les animations propres à la cité, comme les bals, les kermesses, le cirque et même le cinéma ambulant. La typologie des logements est assez classique, elle va du 2 pièces aux 5 pièces, et vous remarquerez que les plus nombreux, ce sont les 4 pièces, c'est-à-dire ceux dédiés aux familles. Alors, rappelez-vous, l'Office s'est mis comme objectif de construire des logements comparables à des petites maisons de campagne. C'est pour ça que chaque logement a son entrée indépendante et un jardin environ de 250 mètres carrés qui vont être tous transformés en potager. Donc là, vous avez les plans des rez-de-jardin de différents bâtiments. À chaque fois, c'est très symétrique. Les plans sont en fait dessinés en miroir le long d'un axe central. Et ils sont quasiment semblables. C'est juste une chambre supplémentaire qui différencie les 2, 3 ou 4 pièces. Les architectes décrivent ainsi les maisons dans leurs notices. Donc, je vous laisse regarder les plans pendant que je lis. L'entrée est placée dans le bas de l'escalier et donne directement au water closet et au bûcher. Le bûcher a une sortie de plein pied sur le chemin ou vers le jardin. La buanderie, juste à côté, contient un bassin avec robinet d'eau. Ce bassin peut servir de baignoire. Une gaine de fumée est prévue dans cette buanderie pour permettre l'installation d'une lessiveuse. Le water closet possède un siège à la turque et réservoir de chasse pour le tout à l'égout. Son sol est dallé en ciment et les murs sont enduits en ciment jusqu'à 1 mètre au-dessus du sol. À l'étage, nous arrivons dans la cuisine-salle à manger qui contient un évier en grès avec porte-seau, revêtement en carreaux de ciment, robinet et égouttoir, une planche à casserole et un placard. La partie du sol sous le fourneau et l'évier est carrelée. Le reste de la pièce est planchéié. Les chambres ont un parquet, sont pourvues d'un placard et d'une gaine de fumée. Au second étage, vous retrouvez des chambres identiques et un petit grenier. Alors, je voudrais ajouter un mot sur les escaliers, parce qu'en fait, ils sont assez novateurs pour l'époque. Voici encore la description donc, des concepteurs architectes. Les escaliers sont réalisés en pierre factice de ciment moulé d'avance avec marches évidées. Les escaliers des différents types de maisons sont tous identiques. La disposition des marches est combinée par quart de révolution pour réduire au minimum le nombre de moules. Ce nombre de moules est de 6 à gauche et de 6 à droite, c'est-à-dire qu'il n'y a que 12 marches différentes dans tous les escaliers de la cité. De cette façon d'exécuter en série, il résulte que le prix des escaliers en ciment devient inférieur à ceux réalisés en bois. Ils ont en outre l'avantage d'être d'une plus grande durée, moins sonores, d'un entretien plus facile, tout en réduisant les risques d'incendie. Alors cet article concernant la réalisation des escaliers en ciment nous rappelle que l'objectif de la municipalité est bien de construire de nombreux logements à moindre coût. Aussi, tous les matériaux employés seront peu coûteux et réduits au minimum. Donc en 1921, les architectes ont rendu leur projet. En juillet 1922, un appel d'offres est lancé pour trouver des entreprises de construction et le premier coup de pioche est donné à l'automne 1922. Donc le coût de la cité sera environ de 6 millions de francs. Les maisons représentent 4,5 millions et le 1,5 million restant, c'est pour la création des réseaux, du tout à l'égout, de toutes les voiries et la création des petits jardins. Alors, comme les finances à la fin du projet se portent bien, l'Office envisage la construction d'un bâtiment commun qui offrirait des services aux locataires. Donc, dans ce bâtiment, il y aurait une bibliothèque, des lavoirs publics, des bains-douches et une grande salle de réunion pouvant accueillir 200 personnes où ils envisagent d'organiser des cours d'horticulture pour les hommes et des cours de puériculture pour les femmes. Mais finalement, ce bâtiment ne sera jamais construit. Alors pour l'époque, il faut savoir que ces logements sont vraiment d'un très bon standing en comparaison des appartements loués dans le centre ancien de Grenoble.
La surface d'un 4 pièces fait à peu près 100 mètres carrés. Et surtout, il dispose du gaz, de l'électricité et de l'eau courante. Du coup, les petites maisons provoquent d'emblée l'enthousiasme de ses habitants. Je cite l'un d'entre eux. Un grand bonheur, des grandes pièces, beaucoup de soleil, un grand jardin, une cave, une buanderie, de la place. Pour nous qui venions d'un 2 pièces sombre, où nous étions entassés à 5, c'était une maison de rêve. On a trouvé ça formidable. On avait un bassin en bas pour se laver. Et puis il y avait ce jardin où on pouvait laisser jouer les enfants. Donc concernant les matériaux de construction, les fondations et les murs sont en béton et chaux hydraulique. Les cloisons intérieures sont en moellon de mâche-fer. Il y a de nombreux éléments en pierre factice de ciment. Donc on a évoqué les escaliers intérieurs, mais il y a aussi tous les appuis de fenêtres, les tableaux des ouvertures, le couronnement des cheminées. Et la couverture, elle, était réalisée en tube mécanique. Les planchers et les parquets sont en pin, les charpentes et les portes sont en sapin, et les fenêtres et les volets sont en bois de chêne. Alors, cette photo est intéressante car vous pouvez remarquer au premier plan, stockées au sol, les marches préfabriquées des escaliers, donc en ciment moulé, qui sont prêtes à assembler, comme je vous l'ai décrit précédemment. La décoration est très succincte. En fait, il y aura juste des frises réalisées au pochoir, en mortier coloré, avec un petit filet en peinture rouge. Donc, tantôt autour des fenêtres, tantôt en partie haute des élévations. Mais l'enthousiasme des premières heures, en fait, s'estompe assez vite avec le temps parce que les maisons sont victimes de malfaçons. Les entreprises ont bâclé leur travail, les matériaux n'étaient pas de très bonne qualité. Du coup, vers les années 40, voici ce qu'on raconte. Le premier hiver qu'on a passé là, il faisait froid et humide. L'eau suintait le long des murs. Les murs déteignaient. On voyait que ça avait été fait pour pas cher. Souvent, les carreaux gelaient à l'intérieur des chambres et il ne fallait pas traîner pour passer de la cuisine, seule pièce véritablement chauffée, aux chambres où les bouillottes et les édredons nous attendaient. Du coup, les doléances sont assez nombreuses. Pour conséquence, les enduits, les plaques sont boursouflées par l'humidité, les installations électriques sont défectueuses, il y a des huisseries qui ne ferment plus. Voilà. Et en plus, à l'époque, le mâche-fer ou le béton, ce n'étaient pas des matériaux qui apportaient l'isolation nécessaire face aux rigoureux hivers grenoblois. Un habitant raconte qu'en 1929, il a eu moins 4 degrés dans sa chambre au petit matin. Alors, dès le second programme mis en œuvre par l'Office des HBM, on abandonne vite la formule des petites maisons. Et on va préférer donc, des immeubles collectifs disposés autour d'une cour centrale. Donc, nous allons voir que les 3 cités, la Capuche, celle de l'abbaye et celle des abattoirs, sont fort comparables, aussi bien en ce qui concerne l'organisation du plan masse, la distribution des appartements, le confort des logements et les techniques de construction. La cité du Rondeau n'est même pas encore habitée que dès octobre 1922, le conseil d'administration décide d'acquérir un grand terrain au quartier de la Capuche. En 1927, il décide la 3e cité, ce sera celle de l'abbaye. Et 2 ans plus tard, en 1929, ce sera celle de la cité des abattoirs. Il considère que les besoins restent massifs, que les taudis sont encore trop nombreux en ville et qu'il faut aller vite. Donc, concernant le projet de la Capuche, ce sont les mêmes architectes, messieurs Rome et Rabillou, ceux qui ont construit la cité du Rondeau. Pour l'abbaye, il y aura 6 architectes donc, qui ont travaillé sur le projet, donc toujours Rome et Rabillou, mais aussi 2 autres associés, Fonet Rochas et Morard et Bonin. Alors, tous sont réputés aussi sur la place grenobloise, ils construisent beaucoup pour la bourgeoisie locale. Au début, en 1927, il n'y aura que les 2 îlots que vous voyez en gris qui seront construits. Et en 1929,
ils vont rajouter le dernier îlot, le numéro 3, que vous voyez en rouge. Et ceux-là sont destinés aux fonctionnaires et aux militaires de carrière. Donc, on voit bien que la crise du logement n'affecte pas que les ouvriers. Et pour la cité des abattoirs, donc la dernière, on retrouve encore Fauné et Rochas. Et là, vous verrez, quand on va développer, qu'ils vont développer un projet beaucoup plus sommaire, un vaste rectangle, donc cerné par 8 bâtiments. On sent qu'on se rapproche un peu plus de l'architecture fonctionnaliste des années 50. Alors, comme je vous le disais précédemment, pour ces cités, plus question de maisons, mais des immeubles de 4 à 5 étages. Plus question de jardin potager individuel, mais une cour centrale commune, partagée par tous. Les logements sont organisés sur un seul niveau, donc ce sont bien des appartements. Ils sont beaucoup plus petits, parce que le 4 pièces qui faisait 100 mètres carrés au rondeau, ben là, il passe à 70 mètres carrés. Et puis là, il n'y a plus de bûcher et il n'y a plus de buanderie. Alors, outre les plans masse, les plans des niveaux aussi des 3 cités sont vraiment très analogues. On se demande si les architectes ne se sont pas copiés ou n'ont pas travaillé de concert. Alors, tous y présentent un rez-de-chaussée surélevé, aménagé sur des caves, 3 étages d'appartements et enfin des combles où il y a des galetas réservés aux locataires. Donc, voici en parallèle les rez-de-chaussée de la cité de la Capuche à gauche et les rez-de-chaussée de la cité de l'Abbaye à droite. Donc, les entrées d'immeubles et les montées d'escalier sont très nombreuses et à chaque fois, elles permettent de desservir par un palier 2 appartements, voire 3. À l'intérieur de ces appartements, les pièces s'organisent de part et d'autre d'un couloir central. Donc là aussi, on a une organisation très géométrique et une redite des appartements sur l'effet d'un miroir selon un axe, comme on a vu pour les cités jardins. Alors là, je vous ai fait un détail d'un plan d'appartement à la cité de l'Abbaye. Donc, vous voyez qu'il y a 2 montées d'escalier. Donc, celle de gauche dessert un 4 pièces et un 3 pièces. Et l'escalier, donc plus à droite, dessert 2 4 pièces. Donc, la seule différence, c'est qu'il y a une chambre en plus. Mais vous remarquerez que donc, c'est assez succinct. Il y a 3 chambres, un WC séparé et une cuisine qui fait office en fait de salle à manger. Parce qu'on considère que c'est vraiment l'espace central de la cellule familiale. Et vous noterez aussi qu'il n'y a pas de salle de bain, pas encore. Si nous abordons les matériaux de construction employés pour ces cités, là aussi on constate une certaine uniformisation, voire une standardisation. Alors comme au rondeau, le béton, le mâche-fer, la chaux sont largement employés, ainsi que la tuile mécanique pour les toitures. Les charpentes et les menuiseries sont en sapin, ainsi que les fenêtres et les planchers. Donc, il n'y a plus de pin, il n'y a plus de chêne, parce que le sapin, c'est le bois qui coûte le moins cher. Les boîtes aux lettres dans les halls d'entrée sont réalisées en ciment Portland, alors qu'à la cité du Rondeau, elles étaient en bois de chêne. À l'intérieur des logements, les cloisons sont en briques creuses. Quant aux cuisines, elles ont la même organisation. Elles ont les carreaux de ciment et elles ont toujours les éviers en grès. Alors, vous voyez que les façades se ressemblent un peu. Si on revient à celle de l'abbaye, elle ressemble étrangement à celle de la cité des abattoirs. Vous avez la même organisation, la même symétrie, la même forme de fenêtre avec les volets. Voici une photographie des immeubles de la Capuche prise dans les années 80, donc par Jean-François Parent, où on peut remarquer au niveau de l'étage des combles les lignes filantes en briques. Alors c'est en noir et blanc, donc il faut deviner, mais on sent un petit relief et ces briques donc apportaient un petit peu de couleur sur une façade qui était quand même assez dénuée de décoration. Voilà une autre photo côté rue. Voici la photo de la cité de l'Abbaye. Donc là aussi, le ciment moulé est largement employé pour les appuis de fenêtres, les couronnements des cheminées, les marches d'escalier, les carrelages dans les cuisines et même la tablette porte-seau à côté de l'évier qui
qui est donc en ciment Portland. Donc, dans les cages d'escalier qui ont été peintes en rouge lors de la rénovation, là, c'était par contre du ciment moulé coulé directement sur place. Donc, c'est une autre technique, ce n'est pas celle qu'on a vue au rondeau. Et il y a quelques éléments en pierre factice de ciment. Et là, par contre, il y a un petit plus, c'est-à-dire que les garde-corps sont en fer forgé, ce qui, pour l'époque, était un petit luxe par rapport aux rambardes en sapin. La cité de l'abbaye a quelques ornementations. Donc, comme vous le voyez sur la photo du haut, il y a des fausses planches en bois qui décorent l'attique et les frontons. Dans les angles, il y a des faux moellons qui sont réalisés en fait avec un badigeon grossier de ciment. Et les pierres ajoutées en parement sur la base qui sont au niveau de l'entresol. Donc là aussi, on voit qu'il y a un petit luxe, entre guillemets, pour se rapprocher du bâtiment bourgeois, de l'habitation bourgeoise. Les entrées des immeubles aussi sont mises en valeur par une ornementation. Donc, on a un côté pseudo-antique à l'abbaye, avec l'écusson de la ville de Grenoble, et des feuilles de laurier. Donc, je n'ai pas compris pourquoi il y avait des lauriers. En tout cas, la ville de Grenoble a mis son blason. On suppose qu'elle était fière de cette réalisation. À la cité des abattoirs, c'est beaucoup plus sommaire, avec un petit auvent en charpente, ce qui fait plutôt une connotation rurale. Par contre, on remarque une petite décoration au-dessus de l'oculus, avec des briques rajoutées en parement. Alors, comme ces logements ne disposent plus de buanderie personnelle, on est obligé de créer des lavoirs collectifs au milieu des cours centrales. Voici en plan et en photo les lavoirs de la cité des abattoirs. Il en existait aussi à l'abbaye. Alors, ces lavoirs sont surtout et également un lieu de rencontre pour les femmes. On voit ainsi que le schéma en fait d'une certaine organisation sociale du village est transposé à la ville, au cœur de la nouvelle cité. Ces lavoirs seront tous démolis en 1966, d'une part suite à l'expansion du lave-linge, mais surtout suite à une décision du bureau d'hygiène qui confirme que, je cite, « Ces bassins non utilisés à leur fin servent de dépotoir à certains habitants qui voient là un moyen commode de se débarrasser de leurs ordures. » Alors, cette socialisation autour de l'avoir nous amène à parler un petit peu donc, de la vie sociale au cœur de ces cités. C'était très vivant, les gens étaient très solidaires, c'est vrai qu'on est dans les années 30. Et voici donc 2 témoignages d'habitants de la cité des abattoirs. Cette cité était habitée par des personnes, la plupart venues des Hautes-Alpes et de la Savoie. Ils avaient quitté leur village avec l'exode rural pour venir chercher du travail en ville. Ils avaient gardé leur mentalité de montagnard où la solidarité n'est pas un vain mot. J'étais venue là avec mes parents en 1934. La cité était en fin de construction. Les enfants étaient nombreux. C'était vraiment un quartier familial. Et comme nous n'avions pas encore la télé, à la belle saison, les gens sortaient leurs chaises dehors et restaient à discuter ensemble. On se racontait tout. Les femmes en même temps tricotaient. Il faut dire que toutes ces cités ont aussi comme point commun d'être très à l'écart du centre-ville. Voici une vue du chemin de ronde de la Capuche. Jusqu'au 19e siècle, le lieu-dit La Capuche, c'est un hameau rural avec quelques fermes le long du chemin des Chirolles, ça va être la future avenue de Stalingrad, et de nombreux terrains agricoles et maraîchers. Il y a même un couvent, donc le couvent des Charmilles, qui est devenu ensuite l'école d'enseignement ménager, qui est détruit aujourd'hui. Et il en est de même de la cité de l'abbaye, enfin pour la cité de l'abbaye, qui a été construite dans un paysage de champs, de fermes, avec la maison forte, le grand châtelet et un couvent. Donc cette situation très éloignée renforce pour les habitants le sentiment d'être éloignés de tout et de vivre un peu en autarcie. Donc, outre l'éloignement, cette situation géographique pose aussi le problème des équipements publics. Donc, chacune de ces cités va bénéficier de la construction d'écoles maternelles et élémentaires.
Donc, pour la cité Jardin du Rondeau, vous avez l'école Anatole France. Pour la cité de la Capuche, l'école Ferdinand Buisson. Et pour la cité de l'Abbaye, l'école Jules Ferry. Et pour la cité des abattoirs, vous avez l'école Jean Massé. En revanche, les commerces sont manquants, car ces services, en fait, ne relèvent pas de l'initiative municipale. Donc, au début, il y avait essentiellement des marchands ambulants. Le boucher, par exemple, à la cité du Rondeau, passait 1 fois par semaine. Le boulanger, le laitier passaient 3 fois par semaine. Mais très vite, avec 1000 habitants, ça devenait insuffisant. Voici un témoignage d'un habitant de la cité des abattoirs. Du fait de l'isolement du quartier, des marchands ambulants passaient régulièrement. Le laitier avec sa remorque à l'arrière du vélo, le coquetier en camion, des chiffonniers, un marchand de tapis et parfois un cirque venait s'installer sur la place. Donc l'office, très vite, va devoir trouver une solution et ce qu'il va faire, c'est qu'il va installer lui-même des locaux en rez-de-chaussée des immeubles et va les louer à des commerçants. Donc au Rondeau, autour de la grande place centrale, il y a 8 boutiques, c'est-à-dire 2 épiceries, une laiterie, une mercerie, une boucherie, une boulangerie, un débit de boissons et une coopérative alimentaire. Il en sera de même aux abattoirs et à la Capuche, qui propose aussi l'épicerie, le débit de boissons incontournable, un dépôt de pain et de journaux. Par contre, vous remarquerez qu'il n'y a jamais aucun commerce au sein de la cité de l'Abbaye. En fait, il se situe dans les rues aux alentours qui sont déjà un peu construites, qui vont l'être très rapidement. Et le premier commerce à ouvrir ses portes, juste après la boulangerie, c'est le café que vous pouvez avoir, appelé le café de l'industrie. Alors, cette photographie, donc prise en 1908, montre le site du polygone du Génie, juste avant la construction des abattoirs et de la cité attenante. Donc, vous constatez que là aussi, le site est assez vide. Le quartier des abattoirs, il est né entre l'Isère et la voie ferrée. Donc, il se développe grâce aux activités liées au transport et à la gare de marchandises toute proche. Et il va énormément se développer grâce aux abattoirs qui vont arriver à cet endroit à la même époque. Donc, ce terrain pour l'Office des HBM est acquis à un prix acceptable. De plus, pour lui, il a un atout non négligeable, c'est la présence de l'Isère. Je le cite. La proximité de la rivière permettra l'évacuation des eaux usées au moyen d'une canalisation peu coûteuse. Donc, on comprend bien qu'en aval de la cité, l'Isère va servir naturellement d'égout. Alors, sur le terrain en question, il existe déjà, je reviens à la photo précédente, pardon, donc les établissements cloîtres qui récupèrent les vieux chiffons pour alimenter les papeteries, un dépôt d'essence, une fabrique d'eau de javel et une scierie. Et en 1931 va aussi apparaître donc la centrale thermique qui est construite par la municipalité de Grenoble pour alimenter en électricité la ville. Donc voici la vue sur les abattoirs depuis la rive opposée de l'Isère, juste avant la construction de la cité, donc en haut. Et en dessous, quelques photos des bâtiments, notamment l'entrée des abattoirs. Donc voici une autre carte postale du bâtiment des abattoirs, en haut à gauche. En dessous, une vue de l'usine construite par Mélargerin en 1925. En haut à droite, vous avez la scierie Blanchet, dont je viens de parler, qui était installée sur le quai de la Graille. Et en bas à droite, vous avez la ligne de bus numéro 9, dont le terminus était justement l'école du groupe scolaire Jean Massé. Mais ce cliché date de 1966. Donc pour l'instant, on n'y est pas encore. Pour l'instant, il n'y a pas de transport au moment de la construction de la cité. Donc la cité va loger 180 familles, essentiellement des ouvriers et des employés d'origine étrangère. Alors, nous avons vu dans l'exemple de l'extension de la cité de l'Abbaye, vous vous souvenez, le 3e îlot qui était colorié en rouge,
qu'en fait, le manque de logement se posait aussi pour d'autres catégories sociales, notamment les petits ingénieurs, les chefs de service, les officiers, les petits fonctionnaires et les militaires. Donc, ainsi apparaissent ce qu'on appelle les HBM dits améliorés, c'est-à-dire le loyer, évidemment, va être supérieur aux HBM classiques, mais également leur qualité de construction et l'organisation des appartements. Donc, le groupe Pierre Loti, il est construit à partir de 1931. Il compte 65 appartements, dont 50 sont réservés aux officiers de la garnison. Et vous remarquerez que l'appellation a changé. On ne l'appelle pas Cité Pierre Loti, parce que ça faisait trop prolétaire, mais groupe Pierre Loti. Alors, comme la municipalité Mistral cherche à construire sur les emprises libérées par la démolition des fortifications, le terrain se situe juste à côté donc, du parc de l'exposition de 1925 et à côté aussi du polygone du génie. Alors, voici le détail de l'implantation des immeubles. Donc, le terrain en question a été coupé par une voirie et on a construit 3 immeubles d'un côté et 2 immeubles en face. Donc, cette particularité change totalement en fait, son insertion urbaine. On n'est plus du tout dans l'organisation de la cité qui était une création en fait ex nihilo avec son organisation interne. Là, on sent vraiment une recherche d'accroche au tissu urbain qui va se développer par la suite. Donc, voici le plan proposé par les architectes. Donc, avec, là, vous voyez le plan des rez-de-chaussée et remarquez l'expression très graphique des jardins. On a un peu l'impression d'un jardin à la française, comme si l'architecte avait voulu se faire plaisir à plus dessiner les jardins que les appartements même. On a même les bancs avec l'ombre portée des arbres et des mobiliers. On sent l'épaisseur en fait des pelouses et des plates-bandes, donc c'est assez curieux. Mais bon, c'est un jardin d'agrément collectif destiné aux locataires. Et là, il n'est plus du tout question d'avoir des jardins potagers. Alors, les logements du groupe Pierre Loti, comme je vous le disais, sont beaucoup plus confortables. D'abord, leur surface est plus généreuse. Ils ont un ascenseur, donc c'est vraiment un élément de confort indéniable pour l'époque. Ils ont des loggias, ils ont une salle de bain séparée avec chauffe-eau et ils ont du gaz à tous les étages. Donc ça, c'est le plan du rez-de-chaussée. Et voici donc le plan d'un étage où vous voyez que les appartements sont plus vastes ainsi que les pièces elles-mêmes. Et ils ont également une cheminée, enfin des conduits de cheminée. Donc les architectes, c'est de nouveau Fonet et Rochas, ceux qui ont construit la Capuche. Mais là, vu que les moyens financiers étaient plus conséquents, on voit qu'ils ont un peu laissé place à leur créativité et à leur savoir-faire architectural. Notamment à travers le dessin des ferronneries, des moulures, des beaux windows, de l'esthétique des façades et des fenêtres. Voilà un petit zoom sur la façade. On sent une influence Art Nouveau dans le traitement des portes d'entrée et des frises avant le dernier étage. Notez aussi que les immeubles sont beaucoup plus hauts. Là, nous avons 5 étages plus des combles. Donc, on s'inscrit vraiment aussi dans une architecture urbaine plus affirmée. Et voilà, donc les immeubles aujourd'hui qui ont été rénovés il y a 2-3 ans de façon très respectueuse du bâtiment d'origine. Là, je vous ai fait un petit zoom sur la clôture. Donc, vous voyez que le dessin initial des architectes, en fait, n'a pas été respecté, même si la clôture est un élément préfa ciment moulé. Ils ont un peu abandonné les éléments en courbe et ils ont fait plutôt un dessin rectiligne orthogonal. Il en est de même de la porte d'entrée. Le dessin d'origine avait plus un caractère, je dirais, Art Nouveau, et au final, on a une porte métallique plutôt Art déco. Ce qui est joli quand même, hein. Il n'y a pas de souci. En revanche, comme pour l'architecture haussmannienne, l'arrière des immeubles est beaucoup plus sommaire.
Donc là, on enlève les petites flioritures et les décorations. Et la dernière photo en bas à droite, vous voyez les anciens lavoirs avec le transformateur EDF. Maintenant, c'est devenu les abris à vélo pour les locataires. Alors maintenant, nous allons voir ce que sont devenues ces premières cités HBM. Donc, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la société française a beaucoup changé. Les normes de confort ont évolué en 40 ans. Et Grenoble subit de nouveau un afflux de population qu'il faut loger rapidement. Donc, dans un tel contexte, la cité Jardin du Rondeau est considérée comme obsolète. Donc, celle qui a été donnée en exemple dans la France entière est démolie entre 1960 et 1966, maison après maison, pour laisser place à ce qu'on a appelé un grand ensemble, donc la cité Paul Mistral que vous connaissez aujourd'hui. Alors, lorsque j'ai présenté cette conférence il y a 2 ans, la première fois, je pouvais annoncer fièrement qu'il y avait un bâtiment qui avait subsisté donc de la cité, celui donc, que vous voyez en bas à droite, destiné aux locations de petits appartements meublés et qui avait été converti en logement étudiant et géré par le Crous. Donc, il se situe au bout de la rue Anatole-France. Malheureusement, il a été démoli en 2019. Donc, voilà. Donc, maintenant, il ne reste vraiment plus rien, la cité Jardin du Rondeau. La cité Jean Massé, donc elle a été rebaptisée dans les années 60. Dans les années 60, elle s'appelait toujours les abattoirs, donc on l'a renommée Jean Massé. Et c'est devenu une HLM, donc on ne parlait plus de HBM dans les années 70. Donc en 78, elle a fait l'objet d'une restauration importante. Mais la qualité des matériaux de construction, notamment le mâche-fer, fait que les logements ont continué à se dégrader par la suite. Du coup, le bailleur, qui était Actis, a décidé sa démolition en 2002. Il n'y a qu'un bâtiment qui a été conservé, celui côté Isère, que vous voyez en bas à droite, qui date de 1935, mais qui n'avait pas le même cachet, les mêmes caractéristiques que les premiers bâtiments. Il est beaucoup moins intéressant sur le plan architectural et moins représentatif en tout cas. Quant à la Capuche, elle aussi, elle a été réhabilitée dans les années 80, mais malheureusement, du fait d'avoir réalisé une isolation par l'extérieur, en fait, ont été supprimés tous les éléments décoratifs qui faisaient son intérêt, comme les lignes filantes en briques qu'on a vues tout à l'heure, les écussons, les pointes de diamant qui ornaient les façades. Du coup, celles-ci ont perdu de leur expression architecturale, de leur singularité. Et aujourd'hui, quand on passe devant, on n'a pas l'impression qu'on passe devant une cité HBM de 1930. C'est un peu dommage. Quant à la cité de l'Abbaye, elle a également subi une première campagne de travaux de réhabilitation en 1978 et elle a été labellisée patrimoine du XXe siècle en 2003. Alors, je dirais aujourd'hui que c'est une rescapée, car il ne faut pas oublier que la démolition totale de la cité a été sérieusement envisagée par la municipalité et par le bailleur. Et suite à la mobilisation de collectifs d'habitants, d'associations, notamment associations patrimoniales, et bien sur les 15 bâtiments, le bailleur Actis a décidé d'en conserver 12 et de les rénover. Il faut dire qu'elle est relativement intègre dans sa physionomie architecturale, que ses travaux de réhabilitation en 78 ne l'ont pas du tout dénaturée et que pour moi, elle est un témoin patrimonial majeur pour l'histoire du logement à Grenoble dans l'entre-deux-guerres. Donc là, je vous présente la maquette qui a été réalisée par l'association Avipar en 2019, donc l'année dernière, et que l'on peut voir au quartier de l'Abbaye, à la Maison des Habitants. Donc, son label patrimoine du XXe siècle n'a pas empêché donc, la destruction d'un de ces îlots, comme je vous disais, donc en 2017. Mais heureusement, pendant la démolition du premier bâtiment, il y a un relevé de tous les éléments patrimoniaux qui a été réalisé, donc des éléments susceptibles d'être conservés ou réemployés par la suite dans le futur projet. Donc, tous ces objets ou matériaux ont été numérotés et déposés dans une salle à l'abri
est bien fermé, je dirais. Donc, ces éléments, ça concerne les volets, les portes et les fenêtres des halls d'entrée, les portes palières, les rambardes des escaliers, comme on a vu en fer forgé, et les cheminées, comme vous voyez sur cette photo, dont certaines sont encore en très bon état. Donc, on espère qu'à la place de l'îlot démoli, j'ai oublié de le préciser, donc il y a un bâtiment qui va être construit, et le collectif qui défend donc la cité de l'Abbaye espère que ces éléments vont être réemployés par les architectes aussi bien dans la réhabilitation des bâtiments conservés que dans le nouveau bâtiment construit. Voilà, et bien sur ce, ma conférence s'achève. Donc, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que cet exposé n'a pas été trop long, mais j'avoue qu'il y avait beaucoup de choses à dire sur ce thème qu'on pourrait encore développer et qu'on pourrait même rajouter d'autres cités à étudier pour une prochaine conférence. Je vous remercie. Je rends peut-être la parole à Anna. Merci beaucoup Nathalie. C'était une présentation vraiment riche et qui correspond tout à fait à nos recherches dans l'association. Parce que nous, dans le comité CES, on prépare en ce moment la recherche sur l'âge du béton. Donc, ça s'appelle l'âge du béton. Donc, on étudie un peu l'histoire de l'utilisation du béton armé, ciment moulé à Grenoble au début du XXe siècle, jusqu'à les années 60. D'accord. Et voilà, donc votre présentation correspond tout à fait à tout ce qu'on étudie en ce moment. Moi, je ne sais pas, peut-être je vais commencer déjà avec les questions et puis on peut continuer. Tout le monde peut poser ses questions. La cité du Rondeau, vous avez dit que c'était fait, les fondations et les murs étaient faits en béton. Oui. Est-ce que c'était quoi comme technique? C'était le béton armé ou le béton, le ciment moulé ou pierre factice? Est-ce que vous pouvez... Alors, pour la cité Jardin du Rondeau, c'était du béton de mâche-fer. Donc, ça veut dire que c'est des résidus d'anthracite qui venaient de la mûre, du caillou, du ciment grossier. Armé, je ne sais pas, il faudrait que je vérifie. Ils étaient assez larges, c'est-à-dire que ce n'était pas des murs de 20 cm comme on fait aujourd'hui, c'était plus des murs de 35 cm pour être solides. Donc, je doute qu'ils soient armés, en fait. Voilà, ils tenaient par leur propre poids. Est-ce que la technique n'était pas encore connue à Grenoble? Oui. La technique de béton armé. Oui, oui. En fait, on utilisait le béton, mais on raisonnait un peu comme si c'était un mur en pierre avec des moellons. C'est-à-dire qu'on entassait et on se disait que c'était la masse qui allait faire tenir l'ensemble. Et le mâche-fer, pourquoi le mâche-fer? Parce que c'était une source d'économie, c'était un déchet de toute façon dont on ne savait pas trop quoi faire. Donc, on le mettait sous les rails de chemin de fer pour faire le ballast et on l'employait aussi beaucoup dans la construction ou pour les routes. Voilà. Parce qu'on avait beaucoup de tonnes à évacuer chaque année depuis notamment le plateau Mathésin. Je rappelle que tous les micros sont coupés, donc si vous voulez poser une question, il faut rallumer votre micro. Je voulais juste intervenir une minute, en tout cas pour remercier évidemment notre ami de sa très belle présentation. Et c'est vrai que tous les Grenoblois se souviennent de ces jolies petites maisons avec les fameux bandeaux de couleurs. Il en reste encore quelques-unes de mémoire. Et en tout cas, dans notre enfance, dans mon enfance, je me souvenais très bien de ces petites maisons. Et j'ai d'ailleurs, pour appuyer ce qu'a dit, ce que vous avez dit tout à l'heure sur la cité du Rondeau, il se trouve qu'un de mes arrière-grands-parents a acheté en 1908 une villa avec un grand terrain, chemin du Petit Séminaire, est devenue la rue Anatole France. Et à l'époque,
Donc, c'était une exploitation agricole. Et ma grand-mère m'expliquait que tous les automnes, ils faisaient les vendanges, hein, dans cette maison qui était une maison, une villa en quelque sorte, hein, mais un peu construite au 19e siècle. Et le frère de mon arrière-grand-père, qui était entrepreneur à Grenoble, lui a dit quand il a acheté cette maison en 1908, mais comment peux-tu t'installer si loin du centre-ville? Tu es en pleine campagne. Et donc ça avait marqué l'imaginaire familial. Et évidemment, la ville a rattrapé cette campagne-là, puisque le long du cours de la Libération se sont établis beaucoup de villas, d'ailleurs certaines très belles, comme la villa Truchetet par exemple, qui peu à peu ont intégré finalement ce quartier Rondeau-Anatole France dans la ville. Mais à l'époque, effectivement, quand, enfin, là encore, ce sont des souvenirs, enfin des souvenirs, en tout cas des éléments qu'on m'avait racontés, et quand on allait en ville, il fallait 45 minutes à pied. Oui, c'est ça. 45 minutes à pied, et on était en pleine campagne, et le voisin même, paraît-il, qui vivait dans une toute petite maison en face de cette villa, faisait rire tout le monde, puisqu'il avait un grand jardin, et il courait derrière les chevaux avec une pelle et un seau pour ramasser le crottin et pour le mettre dans son jardin. Voilà. Donc c'était un quartier vraiment très rural, aux portes de la ville. Voilà. En tout cas, c'est une conférence tout à fait passionnante qui nous rappelle que le patrimoine social de Grenoble a aussi un intérêt architectural, parce qu'on voit que même sur des maisons construites entre guillemets à l'économie, hein, on l'a vu avec les matériaux, les malfaçons, il y a toujours un souci tout de même de l'architecte de mettre un peu d'esthétique et de décoration. Voilà. C'est vrai. Éventuellement, est-ce que je pourrais dire 2 mots? Bien sûr. Voilà, je voudrais tout d'abord dire que cette conférence est extrêmement intéressante parce qu'il s'agit là de tout le passé grenoblois, et puis ce n'est pas tellement connu et divulgué. On voit beaucoup de conférences, mais sur ce genre de patrimoine, je dois dire que je suis fortement surpris et passionné par ce qui a été dit. Je voudrais ajouter à ce qu'a dit Claude Ferradou, c'est que rue Anatole France, maintenant, il reste donc cette grande villa dénommée Villa Cyclamen. Et dans le cadre de nos actions patrimoniales, nous sommes arrivés, en interpellant le département, le service patrimoine du département, à faire labelliser cette villa de façon à ce que ça ne puisse plus, si possible, être démoli et préservé contre, je dirais, les bulldozers. Donc, nous avons obtenu pour cette villa, qui date de 1935, le label Patrimoine en Isère. Voilà, je voulais le dire, on y est arrivé. Ensuite, je voudrais rebondir, si vous le permettez, sur la cité de Jean Massé. Alors, il se trouve que du temps où j'étais président Patrimoine et Développement, j'avais plusieurs vice-présidents, dont Maurice Fournier. Je pense que tout le monde se souvient de Maurice Fournier, et c'est peut-être le moyen de lui rendre un hommage. Maurice Fournier était également président de l'Union de quartier Jean Massé. Et lorsque la démolition des cités s'est avérée inéluctable, et vous l'avez très très bien dit, à cause des matériaux, du match-fer, un problème humain s'est posé. Et nous avons donc, à l'association Patrimoine et Développement, beaucoup aidé les habitants, si vous voulez, de la cité, de façon à ce que Actis ne rase pas toute la cité. Après de grandes discussions pas faciles, nous sommes arrivés, en aidant donc Maurice Fournier, à ce qu'on démolisse d'abord une cité, un bâtiment. Et donc là, bien sûr, il a fallu que les gens partent. Lorsque on a
donc démoli ce bâtiment et on a de suite reconstruit un bâtiment. Ce qui a permis de reloger les habitants du deuxième bâtiment dans ce bâtiment et ainsi de suite. Donc, on a préservé la vie sociale d'un quartier. On a évité que des gens se retrouvent n'importe où et soient déracinés. Voilà donc un exemple, si vous voulez, donc, ce n'est pas du patrimoine, mais c'est même bien au-delà. Il s'agit, si vous voulez, d'un phénomène de société, d'un phénomène humain, de façon à ce qu'un quartier conserve ses valeurs. Bon, pour le reste, la cité de l'Abbaye, je ne vais pas en parler, c'est actuellement dans un état déplorable, c'est squatté, il y a de la drogue, il y a tout ce qu'on veut, c'est une opération, je ne vois pas trop quand, comment, il y a un retard énorme, voilà, c'est dommage parce que là aussi, c'est tout vide, on a fait partir les habitants, reloger un peu n'importe où, nous avons d'ailleurs, nous, un très vieil adhérent qui a été relogé ailleurs, un peu déraciné quand on l'a enlevé de là, surtout quand il passe devant et qu'il voit que c'est dans un état épouvantable. Voilà, encore une fois, moi j'ai été extrêmement content de cette conférence qui apporte un plus. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, c'est Klaus Abfast. Bonjour. Je voudrais peut-être apporter un petit complément à ce qui vient d'être dit sur la cité de l'Abbaye. Donc, il est vrai que cette cité, elle nécessite urgemment une réhabilitation lourde. Et il y a quelques années encore, il était prévu qu'elle vive le même sort que la cité Jean Massé, c'est-à-dire qu'on allait tout raser, sauf peut-être un immeuble sur les 15 témoins du passé. Et économiquement, aujourd'hui, pour du logement social, c'est la seule solution parce qu'il n'y a pas de subvention pour la réhabilitation lourde du logement social. Le seul moyen d'avoir des subventions, c'est par exemple au titre des monuments historiques, au titre d'un secteur patrimonial remarquable, un SPR. Et donc, c'est ce qui a été fait comme chemin parce que ça permet une défiscalisation d'une opération de réhabilitation lourde. C'est du Malraux, comme on dit si joliment dans le cercle des promoteurs. C'est une procédure longue qui nécessite l'accord du ministère de la Culture. Et c'est donc vendredi 29 janvier que la métropole, qui est compétente en matière d'urbanisme, doit donc donner son accord à la création d'un deuxième SPR sur son territoire, va voter, et je suis assez confiant que la métropole va d'une manière unanime voter son accord à la création d'une SPR. Le premier, c'est le centre-ville de Grenoble, l'ancienne AVAP. Et donc, après, on va faire les démarches nécessaires pour que le ministère de la Culture, par décret, donne le label secteur patrimoine remarquable au secteur de l'abbaye, ce qui permet de trouver un modèle économique pour pouvoir faire la réhabilitation lourde donc de 12 des 15 bâtiments. Et en parallèle, on ne laisse pas tomber l'idée de demander une inscription au monument historique qui permet de jouir des mêmes possibilités fiscales et qui permettrait aussi d'avoir une subvention à hauteur de 15% des travaux par les ministères. Mais un monument historique, comme vous le savez, c'est beaucoup plus contraignant en ce qui concerne les travaux, et notamment si une partie devait devenir logement en accession. Beaucoup de propriétaires sont pas... C'est difficile à les convaincre d'habiter dans un monument inscrit. Donc, on continue suivre ces deux pistes. C'est très important d'y aboutir relativement vite et de pouvoir faire cette rénovation. Et d'ailleurs aussi, dans ce cas-là, si on a ces labels, on peut aussi demander une exemption des règlements d'isolation thermique, d'ailleurs qui vont avec la nouvelle RT 2020 encore être beaucoup plus compliqués. Donc, il faut pouvoir ici, bien sûr,
éviter de faire une isolation par l'extérieur comme à la Capuche, parce que tout le charme de ces immeubles, il serait perdu avec une isolation par l'extérieur. Donc, pour ces opérations patrimoniales, il faut accepter qu'elles sont moins vertueuses en économie d'énergie qu'une rénovation d'un immeuble de la deuxième moitié du XXe siècle ou une construction neuve. Donc, on travaille. L'effet qu'un immeuble est aujourd'hui en partie occupé ou squatté, ça n'aide pas. Mais de toute façon, cette réhabilitation, c'est une opération qui nous occupera encore un certain temps. Merci. C'est vrai que ce problème d'isolation par l'extérieur, parce que c'est vrai que thermiquement, c'est toujours ce qu'il y a de meilleur, ça évite les ponts thermiques, mais la question se pose toujours dans la rénovation de ces bâtiments ou d'autres qui, après, en fait, je trouve, tuent la singularité architecturale de ces édifices, n'ont plus de forme, n'ont plus de langage, ne sont plus datés non plus, parce qu'aujourd'hui, ce genre de façade, on arrive à la situer dans le temps, et l'isolation extérieure, enfin, tue toute cette esthétique et ce langage, et uniforme en plus, je trouve, le paysage urbain. Donc, c'est une réponse technique et réglementaire, mais c'est vrai qu'en termes de patrimoine, c'est un peu une catastrophe. Donc, quand on arrive en effet à sauver des bâtiments et à les faire revivre en acceptant de mettre de l'isolation à l'intérieur, sachant qu'en effet, thermiquement, c'est un petit peu moins bon et que la réglementation suffit, moi, je trouve ça plutôt bien, quoi. Donc, c'est vrai que si pour l'abbaye, vous arrivez à imposer, entre guillemets, cette façon de faire, ça sauvera en effet les bâtiments. C'est vrai, et c'est pour cette raison que la VAP ou la SPR du centre-ville est important, parce que tous les immeubles patrimoniaux du centre-ville, avec des éléments, on n'a pas seulement du haussmannien, à Grenoble, on a beaucoup de ciment moulé. Oui. Tous ces éléments sont uniques pour notre patrimoine façadier du centre-ville, et il faut absolument les préserver. Et d'ailleurs, juste, j'avais oublié une chose, je ne sais pas si Martine Julien est présente cet après-midi. Si une personne a contribué les dernières années à la sauvegarde de la cité de l'Abbaye, c'est Martine Julien. Et on pourrait presque dire que c'est grâce à elle qu'aujourd'hui on est à la protection de cet ensemble. Sinon, on serait peut-être déjà en train de raser, ou on aurait déjà rasé ces immeubles pour construire du neuf. Je me permets quand même de rajouter qu'il y a eu une pression importante de la part des associations patrimoniales et de la FAPI, qui est donc la Fédération des associations patrimoniales de l'Isère, et des habitants pour aller pour la sauvegarde de cette cité. Je voudrais aussi rajouter un mot, si vous le permettez, Monsieur Abfast, c'est que pour le centre-ville, vous avez parlé des immeubles remarquables. Il y a donc une AVAP, avant c'était une ZPPAUP, une AVAP. Et à l'intérieur de l'AVAP, la Fondation du patrimoine est habilitée à aider pour les réhabilitations extérieures et les toitures, les copropriétaires, de façon à avoir des certificats de défiscalisation ou des aides. Je regrette un peu, en tant que délégué de cette fondation depuis 9 ans, qu'il me soit extrêmement difficile de pouvoir rencontrer les différents interlocuteurs à la ville de Grenoble. J'avais des contacts avec Martine Julien, puisqu'elle était avec moi pendant un temps coprésidente de Patrimoine et Développement, mais je pense, Monsieur Abfast, maintenant que vous êtes à la tête de ces responsabilités, qu'il faudrait qu'on puisse se rencontrer pour ensemble travailler, unir nos efforts pour la préservation du patrimoine de notre ville. Ce qui est prévu, et j'avais espéré d'avoir cette levée des restrictions, on va le faire par Zoom très prochainement. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des commentaires sur cette
intéressante conférence. Oui. Oui, allô, oui. Oui, parlez fort. Je voulais une précision un petit peu. Bon, j'avais déjà assisté à la première conférence il y a quelques années et c'est avec plaisir que je réécoute cette conférence. Voilà. Et donc, il y a une question que je me pose. J'ai entendu dire, enfin, j'entends au cours de cette conférence, j'ai entendu dire qu'on avait démoli Jean Massé parce que la qualité de construction n'était pas très bonne. On réfutait un peu ce mâche-fer. Or, l'abbaye est tout en mâche-fer aussi. Pourquoi on la garde? Parce qu'on regrette peut-être d'avoir démoli Jean Massé et mal rénové la capuche. Voilà, sûrement. Celle-ci a peut-être un peu plus de cachet aussi, Oui. aussi bien au niveau des îlots que sur le plan urbain, elle est un peu plus intégrée et ses façades. Après, oui, voilà. Pourtant, c'est le même bailleur, c'est ça, c'est Actis aussi. Mais je ne sais pas. Et autre question, pourquoi a-t-on démoli le dernier bâtiment qui était dans l'angle de la rue Ampère, Oui. de la cité du Rondeau, alors qu'elle était en très très bon état, cette maison? J'étais rentré dedans, j'avais fait des photos, et je me suis dit, oh, bah, c'est super qu'on ait gardé au moins un bâtiment. Je ne sais pas du tout. En fait, on m'a appris la démolition, mais je me demande si ce n'est pas vous qui me l'aviez dit Oui, d'ailleurs. ben, oui, je vous l'avais Ouais, c'est signalé. ça. Donc, je ne sais pas du tout. Mais à l'époque, elle n'était pas encore détruite. J'étais allé Ouais, voir les panneaux, il y avait encore les panneaux. voilà. Et vous dites que depuis, elle Oui. est détruite. C'est dommage. Oui. C'est dommage. Merci. Vous savez, je crois, si je peux réintervenir, que le patrimoine intéresse tout le monde, mais c'est difficile, c'est très difficile. Ça fait 20 ans que je me bats au sein de Patrimoine et Développement, au sein de la FAPI, au sein de Patrimoine Oralpin, et maintenant en tant que délégué de la Fondation du patrimoine. Bon, dans la cuvette, on peut dire, et vous avez raison, monsieur Fast, que maintenant, la métro est quand même un agent décideur très important. Si vous voulez, il y a des choses, on est étonnés. Nous avons énormément travaillé sur les grands moulins de Villancourt, qui devait être entièrement réhabilité pour faire un centre qui va sûrement se faire. On était presque arrivé à aboutir, à l'époque avec la mairie de Pont-de-Clé. On avait obtenu de la part d'un de nos partenaires de la Fondation même une somme importante. Et patatras, le dossier passe à la métro qui, sans rien dire, en catimini, un jour de juillet, c'est l'an dernier ou il y a 2 ans déjà, a rasé ce bâtiment patrimonial. Voilà, donc c'est pour ça, moi j'implore nos élus pour qu'ils écoutent un peu leurs administrés, car le patrimoine, on le voit de plus en plus, c'est surtout dans des temps de confinement comme ça ou autre, c'est vraiment l'essentiel, je dirais, et une soudure de notre peuple. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Voyons si on a encore des questions ou de remarques. Bon, si... Allez-y, Claude. Je crois que s'il n'y a pas d'autres remarques, en tout cas, il nous faut tous remercier infiniment la qualité de cette conférence, cette deuxième conférence après la qualité de la première, qui sera suivie d'ailleurs d'autres conférences d'ores et déjà prévues et organisées par Anna, qui excelle dans cette tâche. Voilà. Et donc, vous serez informés très vite de nouvelles conférences sur des sujets patrimoniaux très divers. Et évidemment, j'en profite pour renouveler nos voeux à l'ensemble de nos adhérents et de nos amis, pas seulement les adhérents, mais aussi nos amis, et à toutes les personnes qui font partie de ces conférences. Et évidemment, et c'est un passage obligé, n'oubliez pas, parce que c'est pour nous la seule ressource, entre guillemets, à peu près assurée,
de renouveler vos cotisations. Je sais que le bulletin 2020 n'est pas encore transformé en bulletin 2021, mais il peut tout à fait être utilisé pour régler la cotisation 2021 et il sera corrigé dans les jours qui viennent et par les personnes qui sont responsables de notre site. Voilà. En tout cas, pour Patrimoine et Développement, c'est un honneur aussi de vous accueillir et de poursuivre la 56e année de son existence. Je rappelle qu'elle a été créée, et je reprendrai, j'allais dire pour moi, les propos d'Alain Robert. Elle a été créée à une époque où on avait installé, la ville de Grenoble avait détruit l'îlot République pour installer le nouvel office du tourisme, avec hélas la destruction de toute une portion du rempart romain. Il ne reste plus qu'une toute petite partie qu'on peut voir rue de la République. Et je pense que cet impératif patrimonial, on l'a répété encore aujourd'hui, est absolument nécessaire parce qu'il sert aussi de lien social, en quelque sorte, à la fois entre les habitants d'aujourd'hui, mais aussi de lien social entre ceux qui nous ont précédés, nous-mêmes et ceux qui nous suivront. Et donc, cette architecture d'intérêt très variable, mais en tout cas certain, dont Grenoble affiche en quelque sorte dans ces différents quartiers, il faut maintenir cette espèce d'historicité finalement de la construction et ne pas vouloir détruire pour rebâtir. Et là, c'est une tendance grenobloise qui existe depuis bien des années. Grenoble n'est pas une ville qui a j'allais dire le virus patrimonial, puisqu'on parle de virus, hein, et cela malgré, enfin, au vu de plusieurs municipalités, hein, si on remonte même à la municipalité Michalon, avec l'opération République, et il faut que cet impératif patrimonial soit bien présent chez nos administrés, mais aussi chez nos élus, de telle sorte à sauvegarder ce qui peut encore l'être. Voilà. En tout cas, merci infiniment, et merci Anna, merci Madame Poiret, et à très bientôt, et encore tous mes voeux, principalement d'ailleurs de santé, parce que où va-t-on? Espérons que 2021 sera l'année des restaurations, y compris de notre santé collective. Voilà, à très bientôt.